Voilà. Donc bonjour à toutes et tous et merci donc de cette opportunité de parler de la militarisation de l'Union européenne, parce que c'est un sujet qui est effectivement relativement peu débattu au niveau du grand public et encore moins dans les médias dominants, en tout cas de façon critique. Et mon propos va être du coup aussi plus large que la guerre en Ukraine, puisqu'effectivement c'est une problématique qui a commencé avant et qui est plus large. Alors pour ne pas remonter trop loin malgré tout dans l'histoire de l'Union européenne, on peut identifier l'année 2017 comme une année de basculement du projet européen et comme le point de départ d'une accélération sans précédent de cette militarisation. En 2017 est lancé d'abord ce qu'on appelle la coopération structurée permanente, ou PESCO, qui est un programme intergouvernemental de coopération en matière militaire. Mais pour nous, le changement le plus important et le véritable basculement de paradigme, c'est qu'en 2017 également, le Parlement européen et les États membres, donc nos élus et nos gouvernements, décident d'utiliser le budget commun de l'Union européenne, donc communautaire, à des fins militaires. Alors que jusque-là, on utilisait pour ces objectifs des financements ad hoc intergouvernementaux. C'est en fait le lancement du Fonds européen de la défense, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est doté maintenant de 8 milliards d'euros pour financer la recherche et le développement de la nouvelle génération d'armements. Donc intégration de l'intelligence artificielle, systèmes autonomes, drones armés, etc., etc. En gros, il s'agit de préparer les guerres du futur. Et la justification pour pouvoir utiliser donc le budget communautaire, qui ne peut pas être utilisé normalement à des fins militaires, ça a été de présenter ce fonds comme un programme industriel comme un autre. Donc on en est arrivé à une banalisation de l'industrie des armes, et je dirais même une priorisation de ce secteur, parce qu'en fait, une fois que la ligne rouge a été franchie en 2017, on a assisté à un véritable déferlement. Aujourd'hui, la plupart des programmes civils européens sont accessibles au secteur militaire, et ça va du transport jusqu'aux fonds régionaux, aux fonds structurels, en passant par l'éducation, Erasmus+, les fonds climat et environnement, puisqu'il s'agit aujourd'hui de développer des armes vertes. Voilà, on est d'accord. Hein. Et donc on assiste depuis février 2022, bien sûr, comme vous l'imaginez, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à une intense campagne de lobbying, mais aussi une campagne médiatique de la part de l'industrie militaire, pour se présenter comme intrinsèquement durable, socialement bénéfique, et la seule à même d'assurer la paix et la sécurité. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Parce que ces programmes de soutien, comme ils ont un caractère industriel, ils visent surtout à renforcer la compétitivité de l'industrie, en fait, y compris sur le marché international. Parce qu'il faut savoir que l'industrie militaire européenne, elle vit en grande partie de ses exportations. Donc le Fonds européen de la défense, il va surtout contribuer à exacerber la course mondiale aux armements, y compris dans la dimension de course technologique, et il va nourrir les conflits existants et faciliter l'usage de la force armée. Et en fait, pour plusieurs raisons, il y a une connexion entre les exportations d'armes et les guerres. D'abord, il y a ce qu'on appelle la spirale de la sécurité. Lorsqu'un pays A va s'armer de plus en plus face à sa perception que le pays B en face est dangereux et surarmé, donc le pays B va s'armer, etc., etc. Et ensuite, parce que du coup, cette prolifération des armes et l'augmentation des dépenses militaires qui vont avec détournent en fait les ressources humaines, les ressources financières et l'attention politique des solutions non violentes au conflit. C'est ce qu'on appelle la sécurisation, en termes plus académiques, c'est-à-dire le fait d'analyser toute question politique ou sociétale comme un problème de sécurité, et donc de vouloir y répondre grâce à la technologie fournie par cette industrie de la sécurité dont l'industrie militaire fait partie. En termes plus triviaux, pour quelqu'un armé d'un marteau, tout problème ressemble à un clou. Un autre élément qui prouve à quel point ce Fonds européen de la défense n'avait déjà pas grand-chose à voir avec la paix avant la guerre, c'est que les principaux bénéficiaires du fonds, jusqu'à maintenant, ce sont 15 grandes entreprises de l'armement qui exportent régulièrement dans des zones de conflit ou de violation grave des droits humains. Et en termes de pays où ces entreprises sont basées, près des 2/3 du budget vont à 4 pays. Je pense que vous devinez déjà lesquels. Le premier, c'est la France, bizarrement, 1/4 du budget. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ces 4 pays sont aussi les plus gros exportateurs d'armes de l'Union européenne. Et enfin, je donnerai un dernier exemple qui est très d'actualité. C'est un nouveau projet de subside à l'industrie de l'armement, qui est encore en négociation, qui vise à booster la production de munitions et de missiles à 1 million d'unités par an. La justification officielle, c'est de fournir à l'Ukraine ce dont elle aurait besoin et de reconstituer les stocks nationaux. Sauf qu'en fait, le projet de texte
n'oblige pas à ce que ce surplus de production soit effectivement vendu à l'Ukraine aux États membres, parce qu'en fait la Commission n'a pas de compétence pour cette obligation. Pire, nos gouvernements, dans la période de négociation et une bonne partie de l'industrie, rejettent catégoriquement les dispositions du texte en matière de transparence, en matière de supervision et de contrôle de la Commission, pour identifier où seraient les besoins les plus pressants. Pire encore, ils refusent le principe même de commande prioritaire, qu'on puisse leur imposer pour répondre à une situation d'urgence, afin, et je cite donc les mots de l'industrie, de ne pas perdre la confiance de leurs clients à l'export. Donc en d'autres termes, rien n'empêche que ce million de munitions et de missiles finissent dans des zones de conflit ou de dictature partout dans le monde. Pour conclure, cette militarisation, et ce qui se reflète aussi au niveau du narratif, vise plutôt à transformer l'Europe en une puissance militaire supplémentaire et à préserver un système monde impérialiste et suprémaciste que nous avons nous-mêmes mis en place et dont nous tirons profit depuis plusieurs siècles au détriment de la majorité. Merci.